L'appel est arrivé un mardi matin, juste après que j'ai servi ma première tasse de café. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran, avec un indicatif rural que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser sonner. Rien de bon ne vient jamais d'un appel passé avant 9 heures par un inconnu. Pourtant, quelque chose m'a poussé à répondre. « Ethan ?» demanda une voix masculine, posée, presque administrative. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? » « Ici le shérif Talbert, du comté de Redwood. Je suis désolé de vous contacter ainsi, monsieur. Nous avons retrouvé le corps d'une femme dans la forêt domaniale. Votre sœur. Vous êtes enregistré comme son plus proche parent. » J'ai laissé échapper un petit rire bref, nerveux, complètement dépassé. « Vous devez vous tromper de personne. » Un silence. Puis le bruit sec de feuilles que l'on tourne. Elle s'appelait Sarah Morecraft, même nom que le vôtre. Je me suis assis trop vite. Le café a débordé de la tasse et a éclaboussé la table. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas de sœur. Je n'en ai jamais eu. Il marqua une pause. Votre mère s'appelait bien Angela Morecraft ? Oui. Enfin, elle est décédée il y a 3 ans. Et votre père est toujours en vie. Il réside actuellement au Nevada. Je répondis sans réfléchir. On ne se parle presque plus. Talbert s'éclaircit la gorge. Monsieur, je comprends que ce soit difficile à entendre, mais nous avons déjà procédé à une analyse ADN préliminaire. Le laboratoire de l'État a transmis les résultats il y a une trentaine de minutes. La défunte correspond à un lien biologique direct. Une correspondance fraternelle à 99,99%. La pièce sembla basculer autour de moi. Pendant une seconde, j'ai cru à une erreur grossière, des dossiers mélangés, un échantillon contaminé ou un bug informatique, quelque chose, n'importe quoi. Écoutez, dis-je en tentant de garder une voix stable, je suis fils unique, je l'ai toujours été. Mon père m'aurait parlé d'une chose pareille, d'une fille morte. Je m'interrompis. Ma mère n'était plus là pour confirmer quoi que ce soit. « Je comprends, » répondit le shérif, « mais l'État se trompe rarement sur ce genre de dossier. Nous allons avoir besoin que vous vous déplaciez pour une identification officielle du plus proche parent. » Ces mots restèrent coincés dans mon esprit, comme s'ils appartenaient à une autre langue. Identifier officiellement le plus proche parent. Comment étais-je censé identifier quelqu'un dont j'ignorais jusqu'à l'existence ? Identifier comment ? demandai-je à voix basse. En personne, répondit le shérif. Quand vous la verrez vous-même, nous en saurons davantage. La phrase continua de résonner bien après la fin de l'appel. Quand vous la verrez vous-même, nous en saurons davantage. Ce n'était pas subtil. Qui qu'elle ait été, quoi qu'elle ait été pour moi, il pensait que je la reconnaîtrais. J'ai roulé pendant 6 heures pour atteindre le comté de Redwood, une ville perdue au milieu de nulle part, sans même un panneau de bienvenue pour faire semblant. Des forêts épaisses tout autour, quelques stations-service fatiguées et une route étroite qui donnait l'impression d'avoir été abandonnée depuis des décennies, tout comme son budget d'entretien. Le shérif m'attendait devant le bâtiment. Un homme d'un certain âge, moustache tombante, visage ridé comme s'il avait été sculpté à même l'écorce d'un pin. Il se contenta de hocher la tête avant de me guider par une entrée latérale, directement vers la salle du coroner. Je m'attendais à quelque chose de clinique, comme à la télévision, carrelage blanc éclatant, écran lumineux, machine dernier cri. À la place, il y avait un sol en béton brut, des murs jaunâtres et une odeur agressive de javel mêlée à celle plus lourde de chair conservée. « Elle est dans le tiroir 6, » dit doucement la légiste, une femme d'une 50aine d'années peut-être. Son badge indiquait « Dr Elkins ». Elle me guida jusqu'au mur de compartiment réfrigéré. Elle me jeta un regard hésitant, comme si elle attendait de moi une raison valable de ne pas aller plus loin. Je n'en avais aucune. Elle tira le tiroir. Dès que j'aperçus le corps, mon estomac se serra brutalement. Elle devait avoir une 30aine d'années, peut-être 35. Sa peau était pâle, presque cireuse, ses lèvres tirées en arrière, ses cheveux foncés ternes et cassants, le visage creusé autour de la mâchoire.
Et pourtant, il y avait quelque chose de troublant dans ses traits. Ce n'était pas une étrangère, c'était pire que ça. Elle ressemblait à ma mère. Assez pour que je recule instinctivement d'un pas, même nez, même ligne de pommette, même raie légèrement décentrée dans les cheveux. Une familiarité dérangeante, mais déformée par quelque chose qui n'allait pas. Son corps était maigre, fragile, comme s'il avait manqué de nourriture pendant des années. Ses côtes ressortaient sous la peau, alignées comme des touches de piano. Ses doigts, trop fins, semblaient figés dans une crispation ancienne. Sa peau grisâtre et luisante était marquée de zones durcies autour du nez et de la bouche, comme des cicatrices figées. Elkins remarqua mon regard. Tissu cicatriciel calcifié dans les poumons, probablement dû à une exposition prolongée à des poussières riches en minéraux, peut-être une prolifération fongique. Honnêtement, on ne voit ce genre de choses que dans de vieux accidents miniers. Elle marqua une pause. « Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu provoquer ça ?» Je secouai la tête. Je n'avais même pas su qu'elle existait quelques jours plus tôt. « Désolé, dit-elle doucement, je ne voulais pas vous brusquer. » Le shérif s'approcha alors et me tendit un sachet de preuves scellé. À l'intérieur, une petite photo Polaroid abîmée par l'eau. Elle semblait avoir été serrée contre quelqu'un pendant des années. Pliée, jaunie sur les bords, un coin déchiré. Je la retournai. C'était moi. À 5 ans. Coupe au bol, dents de devant manquantes, debout dans l'herbe avec un petit avion en plastique dans la main. À côté de moi, une fillette de mon âge, souriante, tenant ma main comme si nous l'avions fait des centaines de fois. L'arrière-plan était flou, un coin de maison que je ne reconnaissais pas à peine. Je ne me souvenais pas de cette photo. Je ne me souvenais pas d'elle. Mais nous étions là, côte à côte, comme des frères et sœurs, comme si nous avions toujours été ensemble. Je m'étais répété des dizaines de fois que j'allais vendre la maison après la mort de ma mère. J'avais même contacté un agent immobilier. Les clés reposaient dans une enveloppe cartonnée, avec sa carte de visite maintenue par un trombane. Tout était prêt. Pourtant, je n'ai jamais donné suite. Chaque fois que j'y pensais sérieusement, quelque chose se bloquait en moi. Une lourdeur dans la poitrine, comme si avancer signifiait abandonner mes parents, mon enfance, tout ce qui avait autrefois semblé stable. Ce n'était pas rationnel. Je savais qu'ils étaient partis. Je savais que la maison ne pouvait pas les retenir. Pas vraiment. Mais une partie de moi croyait encore que tant que je conservais les clés, tant que les meubles restaient exactement là où ils les avaient laissés, je n'avais pas tout perdu. Alors, en rentrant du comté de Redwood, c'est là que je me suis rendu. La maison était restée figée dans le temps. Des draps recouvraient les meubles. Une faible trace du parfum de ma mère persistait encore dans la moquette. Chaque pièce était tapissée de souvenirs, comme un papier peint invisible. Mais désormais, ce papier semblait fragile, prêt à se déchirer si je tirais sur le bon coin. J'ai commencé par le salon. Les boîtes de rangement de ma mère étaient toujours empilées derrière le canapé, soigneusement étiquetées de son écriture cursive. Noël, documents importants, école d'Ethan, photos. C'est cette dernière que j'ai attrapée en premier. Je me suis assis en tailleur sur le sol, un bac en plastique calé entre mes genoux, et j'ai feuilleté album après album. Photos de bébés, anniversaires, portraits scolaires, sourires maladroits, dessins au crayon, panier de Pâques. Puis, aux alentours de mes 3 ans, quelque chose s'est brisé. Des photos manquaient, des pages entières avaient été arrachées, des périodes entières effacées sans explication. Aucun cliché entre Halloween 1993 et l'été 1997. Seulement des vides, des traces de colle séchée là où quelque chose avait autrefois existé. J'ai vérifié 3 autres albums. Même chose. De 3 à 7 ans, disparus, effacés. Je me suis surpris à me demander si ma mère avait fait ça. Avait-elle tenté de cacher quelque chose? Ou était-ce mon père? J'entendais presque sa voix résonner dans ma tête, sèche, impatiente. Pourquoi remuer le passé? Rien de bon n'en sort jamais. Le problème, c'est que je ne cherchais pas. Je me souvenais. Ou du moins, j'essayais. Il était presque minuit lorsque j'ai terminé de fouiller les cartons et les albums. Je n'avais aucune envie de passer la nuit là-bas. La maison ne me semblait plus familière. C'était toujours la même disposition, les mêmes murs, les mêmes angles, mais vidés de leur sens.
Elle était creuse. Je n'avais pas beaucoup dormi depuis la morgue, et la route pour rentrer en ville était sinueuse, dangereuse, surtout avec la pluie qui commençait à tacher les vitres. Je n'ai pas voulu prendre le risque. Alors je suis resté. Le matelas enflable que je gardais roulé dans le coffre était toujours là, avec un sac de couchage et une lampe torche à moitié morte. Je l'ai installé dans ce qui avait autrefois été le bureau. Parquet, haut plafond et la trace poussiéreuse de l'ancien canapé. L'odeur de la maison avait changé, humide, rance, comme du carton mouillé et des canalisations oubliées. J'ai dû essuyer le sol avec un torchon avant de pouvoir mélanger. Une fois l'allongé, le silence s'est refermé sur moi. J'ai laissé la lumière du couloir allumée, juste au cas où. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Je me souviens seulement de m'être réveillé à cause d'une voix. Elle murmurait mon prénom, faiblement, doucement, presque comme un jeu. Elle venait de quelque part dans le couloir. Je me suis figé, retenant ma respiration, tendant l'oreille. Rien. Je me suis redressé et j'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure. 3 heures. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Des empreintes de pas nus, couvertes de boue, traversaient le parquet depuis la cuisine. Elles venaient clairement de la porte arrière. Elles étaient trop petites pour être les miennes, mais trop espacées pour appartenir à un enfant rampant. Elles s'arrêtaient net, juste au bord de mon matelas gonflable, exactement à l'endroit où se trouvait ma tête quelques instants plus tôt. Et il n'y avait aucune trace de retour. Je me suis levé lentement, sans respirer, le cœur cognant violemment contre mes côtes, et j'ai reculé jusqu'à la cuisine. J'ai allumé la lumière du plafond d'un geste sec. La porte arrière était fermée, verrouillée. Le pêne était en place, aucune fenêtre brisée, aucun courant d'air, aucun grincement. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application des vieilles caméras de sécurité. Je les avais installées peu après la mort de ma mère. Des modèles bon marché, à détection de mouvement, juste assez dissuasifs pour éloigner les squatteurs ou les rôdeurs. La maison était restée vide trop longtemps pour que je prenne ce genre de risque à la légère. Le flux de la caméra du jardin s'est chargé en premier. À 2h50, l'image a brièvement sauté, une seule image figée, puis la porte arrière s'est ouverte lentement. Personne dans le cadre. Ensuite, quelque chose est entré. Petit, recroquevillé, bas sur pattes, presque animal. Son contour vibrait comme de l'air chauffé sur l'asphalte. Puis, l'image a de nouveau grésillé. De la neige statique a envahi l'écran. Quand elle s'est dissipée, la porte était refermée. Rien d'autre. J'ai fait défiler la séquence encore et encore, image par image, jusqu'à l'instant précis où la chose franchissait le seuil. Il n'y avait pas de forme définie, mais il y avait une ombre, et cette ombre tendait la main vers l'encadrement de la porte, comme un geste familier, répété 1000 fois. Je me suis retourné brusquement, m'attendant à voir quelque chose derrière moi. Rien. Sauf que les empreintes étaient désormais sèches, craquelées, comme si elles étaient là depuis des heures. Je suis resté immobile. Le murmure est revenu, plus proche cette fois. « Tu m'as oublié ». J'ai passé la majeure partie de la matinée assis sur la chaise où je prenais mon petit déjeuner enfant, à fixer la fenêtre, comme si j'attendais que les arbres m'expliquaient quelque chose. Quand j'ai enfin composé le numéro, je savais déjà ce qu'il allait dire, mais j'avais besoin de l'entendre. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Oui, papa, c'est moi. » Un silence. « Tout va bien ?»« Non, » ai-je répondu. « Pas du tout. » Je percevais déjà la défensive se former derrière son mutisme. « J'ai besoin de te poser une question, et cette fois, je veux la vérité, pas de détour. » Il a expiré lourdement dans le combiné. « C'est encore à propos de la maison de ta mère, n'est-ce pas ?»« Non, » ai-je dit, « c'est à propos de ma sœur. » Le mot est tombé comme un poids. J'ai senti l'impact de l'autre côté de la ligne. Sa respiration a changé, presque imperceptible, mais sa voix est restée ferme. « Tu n'as pas de sœur. Il y a un corps à Redwood County, une femme. Impossible. L'État a fait un test ADN, 99,99% de correspondance fraternelle. C'est une erreur, a répliqué trop vite. Il se trompe tout le temps. Tu sais que non, et tu évites la question. Je n'évite rien. Il n'y a jamais eu d'autres enfants.
Tu m'entends ? Je me suis forcé à rester calme. Alors explique la photo, celle qu'elle tenait, moi à 5 ans avec elle, et explique aussi pourquoi toutes les photos de ces années-là ont été arrachées des albums. Le silence a duré plus longtemps cette fois. Puis il a murmuré « Tu parles comme ta mère, toujours à inventer des histoires à partir d'ombres. »« Papa, ai-je dit, dis-moi juste la vérité. »« Je te l'ai dit, a-t-il haussé le ton. Il n'y a jamais eu de fille, seulement toi. Tu m'entends ?» J'allais répondre quand la ligne s'est coupée. Il avait raccroché. Je suis resté là, le téléphone dans la main, espérant qu'il rappelle. Il ne l'a jamais fait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à chercher. Le site du greffe du comté était mal conçu, lent, presque hostile. Mais avec les bons filtres et une adresse que je connaissais par cœur depuis des décennies, j'ai fini par trouver ce que je redoutais. Un dossier public, daté d'il y a 27 ans, déposé au nom d'Angela Morkraftoff. Type de rapport, disparition de mineurs. Nom, expurgé. Protection juvénile. Lien de parenté, fille. Âge, 5 ans. Statut, clos. Motif, retiré par le père. Enfant déclaré en sécurité. Signature, Richard Morkraftoff. Temps écoulé, 48 heures. Elle avait essayé de signaler la disparition. Il avait fait disparaître le signalement, exactement comme il avait tenté de faire disparaître elle. Le soleil commençait à descendre quand j'ai entendu un léger tapotement provenant du couloir du fond. Sec, bref, puis un autre, puis un troisième, plus proche, comme des ongles glissant le long du mur pendant que quelqu'un avançait lentement. Je me suis figé, j'ai tendu l'oreille. Rien. Puis un murmure, si faible que je ne savais pas s'il venait réellement de l'air ou de mon esprit. Et la voix était douce, curieuse, comme si elle testait le silence. J'ai attrapé mes clés et je me suis précipité vers la porte d'entrée. J'ai tourné la poignée, elle n'a pas bougé. J'ai frappé avec mon épaule. Aucun bruit, pas même un cliquetis. Un froid lourd a remonté le long de ma colonne vertébrale. J'ai essayé la porte arrière, puis les fenêtres. J'ai même attrapé une chaise de la salle à manger et l'ai projetée contre la plus grande vitre. La chaise a rebondi. Le verre n'a pas vibré. Au dernier choc, la maison a expiré. Un grondement sourd, presque déçu, a parcouru les murs. Et puis, plus rien. Un silence total, comme si l'espace avait été enveloppé dans du coton. Et alors un second murmure, plus proche encore. « Ne pars pas tout de suite. » J'ai reculé jusqu'au salon, la poitrine compressée. Les lumières ont faibli et tout a commencé à s'emballer. Des tapotements, plus rapides, plus secs, des griffures courant le long des murs en boucles erratiques. Puis des coups, violents, répétés, comme des poings frappant de l'intérieur, cherchant à s'extirper. Les lumières clignotaient à chaque impact. J'ai trébuché en arrière et quelque chose de glacé s'est refermé autour de ma cheville. J'ai hurlé et donné des coups de pied par réflexe. Il n'y avait rien, mais la marque était là. Une empreinte de main, de taille enfant, pâle contre ma peau. Je me suis glissé sous le canapé, haletant, agrippant mon t-shirt. Et au-dessus de moi, le plafond a commencé à pleurer. Des gouttes épaisses, lourdes, tombantes avec assez de force pour éclabousser le parquet. Une odeur métallique m'a frappé, immédiatement. J'ai eu un haut-le-cœur. Sous le bruit de l'eau, j'ai entendu autre chose. Sous le plancher, des sanglots. Des pleurs d'enfants, étouffés, mais impossibles à confondre. Ils faisaient vibrer les lames de bois sous mes pieds. Je ne voulais pas bouger, mais la maison me forçait à ressentir chaque chose. Puis soudain, la porte arrière a grincé. Elle ne s'est pas ouverte sous une pression. Elle s'est ouverte d'elle-même, lentement, comme si elle attendait que je la remarque. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. La cour était encore trempée par la pluie. L'herbe glissait sous mes chaussures tandis que je fonçais vers l'abri de jardin. Je ne réfléchissais pas. C'était un pur réflexe, une conviction floue que, si je quittais la maison, elle ne pourrait pas me suivre. Mais derrière moi, je jurerais avoir entendu ses pas calquer les miens. Moi aussi je courais, murmura-t-elle. Les bruits restaient à la même distance. Alors j'ai changé de stratégie, cherchant un endroit où me cacher. Un souvenir ancien s'est imposé à moi. L'endroit où je me réfugiais enfant quand tout devenait trop lourd. L'abri. J'ai arraché la porte et l'ai claquée derrière moi, enclenchant le loquet,
même si le bois était gonflé par l'humidité, comme si cela pouvait réellement retenir quoi que ce soit. À l'intérieur, l'air était épais de rouille et de poussière, une odeur ancienne, aigre. J'essayais de reprendre mon souffle quand elle a repris la parole. Moi aussi, je me cachais ici. Je pensais que ça me protégerait. Quelque chose s'est contracté en moi. Je n'agissais pas au hasard. D'après elle, je suivais exactement le même chemin que la bête, reproduisant sans le savoir un parcours qu'elle avait gravé enfant. À l'extérieur, les pas ont repris. Lents, mesurés. Ils tournaient autour de l'abri. Si j'étais prévisible, alors il fallait dévier. Quand j'étais petit, le placard à outils était mon refuge préféré, assez grand pour s'y asseoir pendant des heures, assez isolé pour que personne ne pense à y chercher. C'était l'endroit évident. Alors je l'ai dépassé volontairement. Les pas se sont arrêtés devant la porte. J'ai balayé l'abri du regard. Le long du mur, il y avait des caisses, de vieux coffres à outils renforcés. J'ai avancé vers eux, désespéré, prêt à tout pour gagner quelques secondes. Si j'avais encore été un enfant, j'y serais entré sans difficulté. Il m'a fallu plusieurs tentatives pour m'y glisser. J'ai rabattu le couvercle et retenu mon souffle. Je croyais avoir été malin en évitant le placard. Nous utilisions toujours ce coin quand nous n'avions plus d'autre option. Dans le noir total, mon cœur s'emballait. J'avais la sensation qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour échapper à cette trajectoire imposée. Comme si j'étais forcé de marcher exactement sur ses traces, de rejouer les derniers instants avant sa disparition. Quelqu'un est entré dans l'abri. Il a prononcé mon prénom. Je n'ai pas répondu. Les pas sont devenus plus doux. Je ne savais plus où elle se trouvait. Puis, un premier coup a retenti, sec, violent. J'ai cru que mon cœur allait à s'arrêter, persuadé que c'était sa façon de dire « je t'ai trouvé ». Mais un second coup a frappé la caisse, puis un troisième. Et j'ai compris ce qui se passait quand sa voix s'est glissée à travers le bois. Voilà, c'est mieux comme ça. La réalité m'a frappé quand j'ai senti la pointe d'un clou mal enfoncé m'entailler le flanc. J'ai hurlé et projeté mon épaule contre le couvercle. Il n'a pas bougé. J'ai donné des coups de pied, poussé de toutes mes forces. Rien. La caisse ne cédait pas. Aucun jeu. Comme si les murs eux-mêmes me maintenaient en place. Je n'avais presque aucun espace pour me bouger. J'ai supplié. Sa voix était un souffle. Je l'ai supplié aussi. Je lui ai dit que je serais sage, que je ne ferais pas de bruit. La caisse a basculé, puis s'est levée. J'étais en train d'être déplacé, ballotté sur le sol de l'abri. Le monde tanguait. Il m'a emmené loin, murmura-t-elle. Je ne sais pas combien de temps. Je n'arrivais plus à crier. Ma voix s'était éteinte. Ma gorge était en feu. Plus aucun son ne sortait. Les larmes brouillaient tout. À l'intérieur de la caisse, quelque chose raclait contre le bois. Quelque chose qui n'était pas moi. Quelque chose avec trop de doigts. L'espace minuscule autour de moi se remplissait d'une présence impossible. Une peau glacée collée contre mon visage. Et la voix que je n'entendais jusque-là que de l'extérieur s'est élevée, claire, juste à côté de mon nez. Je sentais son souffle froid. Quand je n'ai plus pu crier, j'ai commencé à rêver. Et quand je rêvais, il m'entendait. Impossible de dire combien de temps j'ai passé dans cette caisse. Le temps ne fonctionnait plus normalement. Les secondes s'étiraient, les heures se repliaient sur elles-mêmes. J'ai commencé à compter mes respirations pour ne pas perdre la raison. Puis j'ai perdu le compte. Quelque part après 500. L'air était devenu lourd, vicié. Mes genoux me faisaient mal d'être repliés trop longtemps. La sueur avait trempé mon t-shirt. Et toutes les quelques minutes, quelque chose à l'intérieur du bois tressaillait ou gémissait, pas comme du bois qui travaille, mais comme si la caisse respirait avec moi. « Arrête, s'il te plaît !» ai-je supplié. La réponse n'avait rien de compatissant. C'est exactement ce que j'ai dit moi aussi avant d'être enterré. Sa voix était rauque, basse, tout près de mon oreille. Le poids au-dessus de moi s'est alourdi. J'entendais la terre tasser, le bruit sourd des racines qui forçaient à travers les fissures. J'ai commencé à pleurer en silence, amèrement, et dans ce chagrin, une certitude s'est imposée. Ma sœur avait été enterrée vivante par notre père, et personne n'était venu. Moi, j'avais eu une vie normale, des anniversaires, des voyages, des études correctes. Elle était morte dans une boîte, oubliée de tous, et maintenant, j'étais à sa place.
Le pire, c'est que je ne pouvais même pas lui reprocher ce qu'elle me faisait. Cette pensée m'a vidé de l'intérieur. « Tu ne méritais pas ça », ai-je murmuré. « Rien de tout ça. » La caisse a craqué doucement. « Tu n'étais qu'une enfant. J'aurais dû me souvenir. » Ma poitrine tremblait. « Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça, c'était lui. » Le silence est tombé, mais je sentais qu'elle écoutait. C'est lui qui devrait être là-dedans, pas toi, pas moi. L'obscurité semblait retenir son souffle. « Tu veux que quelqu'un paie pour ce qui s'est passé ? Très bien, moi aussi. » J'ai attendu. Longtemps. Puis sa voix est revenue, juste au-dessus de ma tête. « Il est encore en vie. » J'ai hésité. « Oui. » Un autre silence. Et soudain, la pression a diminué. Le poids au-dessus de moi s'est allégé. Sa présence s'est dissipée de l'intérieur de la caisse. Le couvercle ployait encore légèrement, mais il n'était plus écrasé. « Je te fais une promesse, dit-elle. Je te laisse vivre si tu me donnes lui. » Je me suis arrêté. Même après tout ce que j'avais vécu, une part de moi résistait encore à l'idée de trahir mon père. Puis j'ai revu le rapport de disparition, les albums mutilés, le bruit des clous enfoncés et le silence qui avait suivi. « Il est au Nevada, ai-je dit. Desert Ridge. Il se fait appeler Edward Fox. Donne-moi l'adresse. » « Je te la donnerai. » La caisse s'est ouverte. Le couvercle s'est ouvert sans bruit, simplement. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage comme une gifle. J'ai aspiré une grande bouffée, rampant hors de la caisse, mes mains s'enfonçant dans l'herbe humide. Le ciel au-dessus de moi semblait irréel, trop vaste, trop clair après ce qui m'avait paru être des jours passés dans l'obscurité. Il n'y avait personne autour de moi, mais je savais qu'elle m'avait entendu. Quand je me suis redressé, je ne me trouvais pas dans l'arrière-cour. J'étais dans les bois. Assez profondément pour que les arbres masquent presque entièrement le ciel. Des feuilles mouillées collaient à mes vêtements. Mes jambes tremblaient quand j'ai essayé de tenir debout, raide d'être resté replié si longtemps. Pendant un moment, je suis resté immobile, respirant simplement. J'étais vivant. Je me suis retourné lentement, observant les alentours. C'est alors que je l'ai vu. Le ruban de police jaune, encore neuf, attaché au tronc, tendu entre deux arbres comme un avertissement silencieux. Un peu plus loin, il y avait une fosse peu profonde, la terre encore retournée. C'était là, l'endroit exact où ils avaient retrouvé son corps. Elle ne m'avait pas emmené dans un souvenir symbolique, ni dans une vision. Elle m'avait ramené là où tout avait pris fin. Et pourtant, le trajet avait ressemblé à une réminiscence plutôt qu'à un déplacement réel. Elle avait refait le chemin. Il m'a fallu des heures pour rejoindre la route, encore plus longtemps pour convaincre quelqu'un de me prendre en voiture jusqu'à la ville. À chaque pas, je pensais à lui, à mon père. Une partie de moi espérait qu'elle était déjà arrivée jusqu'à lui, que tout était terminé, que les infos annonceraient bientôt qu'un homme avait été retrouvé mort dans une caravane du Nevada. Cause indéterminée. Mais une autre partie de moi espérait le contraire, parce que malgré tout, il restait mon père, et même s'il méritait ce qui venait, j'avais besoin de comprendre. Pourquoi elle ? Pourquoi l'enterrer ? Pourquoi m'effacer les souvenirs ? À la station-service, j'ai emprunté le téléphone du caissier. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour composer le numéro. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était pâteuse, sans doute ivre, peut-être à moitié endormi. Allô ? Je suis resté silencieux un instant, incapable de trouver les mots. Puis j'ai décidé d'être direct. Elle arrive. Un silence immédiat. Qu'est-ce que tu racontes ? Qui est à l'appareil ? Tu sais très bien qui je suis. Un froissement, comme s'il se redressait brusquement. Tu n'as jamais eu de sœur, lâche cette histoire. Tu pourras lui dire toi-même. Elle est en route. Le silence qui suivit ne s'étira pas, il se brisa. Ethan, murmura-t-il. Je n'ai rien dit. Sa respiration s'est accélérée.
pas une peur ordinaire, quelque chose de plus profond. « Écoute, je ne l'ai pas tué, dit-il enfin. Pas vraiment. » Les mots se sont mis à déborder, comme s'il attendait depuis des années qu'on lui donne une raison de parler. Elle est née différente, pas déformée, pas malade, juste ouverte. Comme si ses yeux voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il a marqué, entrecoupant de la patience par sa propre angoisse. Quand elle parlait dans le sommeil, les murs transpiraient. De l'eau, de la condensation, comme si quelque chose respirait de l'autre côté. Au début, je pensais qu'elle était perturbée ou spéciale, mais plus elle grandissait, pire c'était. Il a repris, la voix tremblante. Les oiseaux ont cessé de nicher près de la maison. Les miroirs se déformaient autour d'elle, et elle a arrêté de vieillir pendant presque 1 an. J'avais l'impression que le sang quittait mon visage. Elle me disait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle murmurait des noms la nuit. Des noms qui n'existaient pas, même pas prononçables. Sa voix s'est brisée. Un soir, j'ai écouté le babyphone et quelque chose lui répondait. Je me suis assis lourdement sur le trottoir. Le monde autour de moi paraissait soudain trop vaste, comme s'il se refermait dans toutes les directions à la fois. Mon père continuait de parler, sa voix chargée d'années de peur et de fatigue. Il m'expliqua que mon grand-père tenait des carnets, des écrits anciens hérités d'un autre temps où il parlait de certaines personnes nées comme des passages, pas possédées, pas maudites, juste ouvertes, des portes involontaires. Parfois, disait-il, quelque chose passe à travers, sans intention, sans choix. Elle était ça, murmura-t-il, une brèche. Il avait tout essayé, les prières, les serrures, les médecins, les hôpitaux psychiatriques, rien n'avait fonctionné. Puis, un jour, tout s'était arrêté. Elle est venue me voir, calme, souriante. Elle m'a dit « c'est prêt ». Il avala sa salive. Je ne pouvais pas prendre le risque, ni pour le monde, ni pour toi. Alors il avait agi et pendant des années, il avait vécu vide, creux, jusqu'au moment où je lui avais dit où j'étais. Sa respiration tremblait désormais. « Tu ne comprends pas », reprit-il. Elle disait que cette chose avait besoin d'une fin, d'une histoire complète. Tu lui as donné ce qu'elle voulait, mais ça ne s'arrête pas avec moi. Sa voix se fit plus basse. Je suis juste le dernier geste, le dernier clou avant que ça commence vraiment. Un crépitement statique traversa la ligne. Ce n'est plus elle, conclut-il. Ça l'a porté comme un masque. Et maintenant, ça te veut, toi aussi. La communication s'est coupée. Le retour a été un supplice. Des kilomètres à pied jusqu'à un arrêt de bus, des correspondances interminables, des bancs glacés, des cafés tièdes dans des gobelets en carton. Sans téléphone, sans moyen de savoir si c'était déjà fini, s'il était encore en vie ou si quelque chose avait gagné. Chaque heure me tirait dans 2 directions opposées. Une partie de moi priait pour que tout soit terminé, l'autre priait pour que ça n'ait pas encore commencé. Quand je suis enfin rentré chez moi, il était presque 3 heures du matin. La maison avait l'air inchangée, calme, ordinaire, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes et je suis entré rapidement, refermant derrière moi comme si quelque chose pouvait me suivre. Le silence m'a frappé en premier. Un silence d'église abandonnée, de grotte profonde. J'ai branché mon téléphone, l'écran s'est allumé lentement. La batterie clignotait en rouge. J'ai ouvert l'historique d'appels. Rien. Aucun message, aucun appel manqué, aucun signe. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone posé dans ma main, attendant qu'il s'illumine. Un mot, une preuve. Je vais bien. Mais il n'y avait que de vieilles notifications inutiles, des alertes météo pour des endroits où je n'étais plus. Et puis, j'ai senti autre chose. L'air était humide. J'ai posé la main contre le mur, mouillé. Pas de l'humidité ordinaire, des gouttes, le même suintement lent que je me rappelais, de la chambre d'enfant, de la caisse, d'elle. C'est là que j'ai compris. Je n'attendais plus de nouvelles. Je regardais l'écran pour son reflet, parce que le verre noir était le seul moyen de voir la fenêtre derrière moi sans me retourner. Et quelque chose recommençait à murmurer, doux, aigu,
presque chantant, comme une berceuse à l'envers fredonnée avant même d'exister. J'ai incliné légèrement le téléphone et elle était là, debout, juste derrière la vitre. Elle souriait. Son visage ne bougeait pas comme celui d'un être humain. Sa peau semblait fragile, comme de la porcelaine trop tendue. Sa bouche souriait, mais ses yeux non. Il me regardait, pas avec haine, juste avec patience, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Et à cet instant, j'ai su que le marché n'avait jamais été respecté. Mon esprit s'est accroché à une dernière lueur d'espoir. J'avais conclu un marché. Je lui avais donné ce qu'elle voulait. Je devais être libre. Puis les mots de mon père me sont revenus, lourds, impossibles à ignorer. Quand je mourrai, c'est libéré. Ce n'est plus elle. Et ce n'est pas fini avec toi. Cette fois, c'était à mon tour. Le murmure s'est intensifié, tout près de moi maintenant. Une voix douce, presque infectieuse, comme si elle essayait de me rassurer. Je n'ai pas osé me retourner. Je savais déjà ce que je verrais. Le verre de la fenêtre a vibré légèrement, pas sous un coup, pas sous une pression, comme si quelque chose respirait juste de l'autre côté. Sa silhouette est restée immobile, patiente. Elle n'était pas pressée. Elle n'en avait jamais été. Le mur derrière moi a recommencé à suinter, lentement, régulièrement. Des gouttes épaisses glissaient vers le sol, avec ce même bruit que j'avais entendu sous la maison, dans la caisse, dans mes souvenirs. Je me suis levé, incapable de rester assis plus longtemps. Chaque pas semblait étranger, comme si le sol ne m'appartenait plus. Le murmure s'est transformé en un souffle à peine audible. « Tu as promis. » Je n'ai pas répondu, parce que je savais désormais la vérité. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une justice, c'était une transmission. Mon père n'avait pas enfermé un monstre, il avait retardé quelque chose, il avait déplacé le poids. Et en me donnant à elle, je n'avais pas brisé le cycle, je l'avais complété. Le téléphone m'a échappé des mains, l'écran s'est fissuré en touchant le sol. Dans le reflet brisé, je l'ai vu à nouveau, plus près cette fois. Son sourire n'avait pas changé, mais il n'était plus tourné vers moi. Il était tourné vers l'intérieur, vers ce qu'elle portait. La maison a expiré une dernière fois et le silence est devenu total. Je ne sais pas combien de temps je suis resté immobile, peut-être quelques secondes, peut-être des heures. Le temps n'avait plus vraiment de forme. La dernière chose que j'ai entendue avant que tout s'assombrisse, c'est sa voix, posée, presque tendre. Maintenant, c'est à ton tour de garder la porte.